À vous tous qui nous suivez ce soir, bonsoir. Je suis Carmen Février, très heureuse de vous retrouver en duplex et je vais recevoir aujourd'hui Dr Prince Israël Koya, docteur chercheur en sciences politiques et directeur de l'école politique Afrique. Et donc, on va parler aujourd'hui du droit et de la sécurité internationale. On va parler de Davos. On va parler de la géopolitique mondiale. Très bien. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Carmen, c'est un Alors, plaisir. un plaisir de vous retrouver en duplex, docteur. Très heureux de vous retrouver. Alors, on va survoler, docteur, le droit de la sécurité internationale. On va parler d'économie avec Davos. On va Oui, évidemment parler du Conseil de paix de Donald Trump qui fait beaucoup de bruit et parfait. aussi du sommet de la CEMAC, hein, puisque il y a eu une actualité récente au Congo-Brazzaville, à la République Ouais, du Congo, où les chefs d'État se sont retrouvés tout à de fait. manière extraordinaire. Alors, on Extraordinaire. commence par le Conseil de paix de Donald Trump, docteur Israël Koya. Est-ce que le droit de la sécurité, qu'en est-il du droit de la sécurité internationale aujourd'hui? Ah, le droit de la sécurité internationale est en lambeaux, sinon je veux dire, il est tombé en désuétude. Rappelez-vous, euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les puissances vainqueurs se rassemblent à travers plusieurs conférences internationales successives pour accoucher à San Francisco en juin 1945 sur la Charte des Nations Unies qui était censée régir les relations internationales et jeter les bases d'un droit international du monde, entre guillemets, civilisé, qui serait dirigé également donc par le monde occidental, avec New York comme siège donc de la nouvelle ONU. Un organe central à l'intérieur qui devait être garant de ce droit de la sécurité internationale, qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies, Oui, avec les 5 membres permanents dotés du droit de veto et 5 membres permanents possesseurs ou possesseuses de l'arme atomique, au thème du TNP. Malheureusement, euh, plus de 60 ans plus tard, on se retrouve avec finalement ces stabilisateurs hégémoniques, notamment à la tête les États-Unis et aussi les pays occidentaux pour la plupart, qui ont érigé ce droit international, qui ont veillé tant que ce droit servait le libéralisme, les valeurs occidentales, mais qui se retrouvent aujourd'hui, comme le dirait Charles Kindberger, comme des régime breakers, donc comme des fossoyeurs de ce système que eux-mêmes ont constitué à ériger. Aujourd'hui, avec la Russie qui envahit l'Ukraine, avec la guerre d'Israël dans la bande de Gaza, où le Conseil de sécurité est resté voix morte totalement, on savait déjà que l'ONU agonisait. Mais là, avec la capture de Nicolas Maduro, président d'un État indépendant par un président d'un autre État, on a franchi tous les caps. La souveraineté, qui est l'un des fondamentaux du droit international, a été violée et on se rend compte que, en fait, le droit n'a ni gendarme pour veiller à son respect et le droit international, donc il est foulé aux pieds et nous entrons de plein pied dans le moment de la guerre ou du droit des plus forts. Nous y sommes de plein pied. Je ne parle pas du Groenland et de tout ce qui suit. Donc là, actuellement, je pense que et les territoires s'achètent dorénavant. et les territoires s'achètent ou se conquièrent. Quand on n'accepte pas de céder son territoire, on le conquiert. On revient véritablement à l'ère d'avant le droit international occidentalisé. On revient à l'ère du droit de la force, du droit du plus fort, de l'anarchie, du chaos, du désordre. Autant de qualificatifs pour qualifier justement la situation ubuesque et extraordinaire que le monde est en train de vivre en ce moment. Alors, selon vous, on va vers où? Vers une autre forme d'organisation mondiale? Euh, on va vers une Peut-être autre forme est-ce une d'organisation. organisation ou peut-être changer de mot? L'organisation internationale implique que des États s'associent volontairement, signent un traité volontairement dans des domaines dans lesquels ils ont envie de travailler ensemble d'un commun accord et se dotent d'une constitution commune. C'est un peu ça ce que c'est qu'une organisation internationale à la base. Aujourd'hui, Trump notamment est en train de détricoter l'ONU. Il s'est retiré des organisations spécialisées, donc des institutions spécialisées, l'UNESCO, l'OMS. Déjà, c'était des signes annonciateurs. Aujourd'hui, il détricote, pour tous ceux qui connaissent véritablement ce droit international de la sécurité, c'est le Conseil de paix qu'il met en place est un concurrent direct
direct du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les 5 membres permanents dotés du droit de veto avec l'arme atomique qui seraient les gendarmes du monde, après la Seconde Guerre mondiale, on a un conseil de paix qui va régler les questions de paix et de sécurité dans le monde. Une compétence dévolue au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et qui le fait? C'est le président d'un État dont le territoire abrite le siège des Nations Unies du Conseil de sécurité. C'est totalement abracadabresque. Oui. C'est vraiment inexplicable. Donc, est-ce que c'est une organisation internationale? Oui, il y a des pays qui ont souscrit au Conseil de paix, mais ce n'est pas vraiment une organisation internationale parce que le consentement est forcé, parce que dans tous les cas, on ne refuse pas à Trump quand on n'est pas puissant. Si vous refusez, je vous mets des taxes. Donc, c'est véritablement un conseil. Et le droit d'entrée est énorme quand même. Le droit d'entrée de 1 milliard à payer en cash, limite comme dans un cartel. Oui. C'est extraordinaire ce qui se passe sous nos yeux avec un baron qui est là, avec les leaders de la plèbe autour. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et là, ça sort de tout cadre international. C'est véritablement les hommes forts, le cul de la personnalité qui prend le dessus aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment une organisation internationale, c'est un cartel avec un chef. Voilà. Je pense que l'ONU, de toute façon, était appelée à mourir avec l'injustice qui a régné, l'Afrique n'ayant jamais eu de siège de sécurité. Et pas comme ça quand même. Voilà, depuis longtemps. Et je l'avais dit à la précédente émission, si vous vous rappelez, lorsque vous m'aviez posé la question sur l'ONU, je vous avais dit que l'ONU serait appelée à disparaître. Les gens pensaient que c'était abusé, mais c'était fort d'une analyse quand même que nous faisions depuis longtemps avec ces signaux et qui se concrétisent aujourd'hui avec ce Conseil de paix qui concurrencie directement l'ONU, mais qui n'est pas vraiment une organisation internationale, mais qui est en réalité une forme de cartel. Une forme de cartel, exactement. Et comment se positionne l'Afrique par rapport à vos analyses? Comment peut réagir l'Afrique par rapport à ça? Comment l'Afrique peut se positionner? Bon, déjà là, le Royaume du Maroc a décidé de souscrire. C'est le sauve qui peut, c'est le chacun pour soi. Vous avez vu que Donald Trump, une fois président, a convoqué 5 présidents africains comme des élèves, s'étant assis devant lui, les interrogeant, les questionnant, les moquant même de temps en temps, les tâtant un peu physiquement pour voir qui sont-ils, voyant, regardant leur danse, pour chercher à savoir qui parle mieux l'anglais ou pas. Un peu une attitude infantilisante. Rappelons qu'à son premier mandat, il avait déjà appelé les pays africains pays de merde. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donald Trump est le leader du monde aujourd'hui. Le leader du monde qui s'affirme comme tel. La Chine reste une grande puissance avec laquelle l'Afrique a des liens. Aujourd'hui, le leader du monde qui s'affirme comme étant tel, c'est Donald Trump. Et Donald Trump n'a pas d'égard pour les pays africains. Il n'a que des intérêts dans ces pays africains et il ne connaît que le langage des puissants. Alors, les pays africains ne parlent pas en bloc, on l'a vu. Le Maroc s'est désigné tout de suite pour participer à ce Conseil de paix. Sans l'accord de l'UA, sans l'accord des organisations sous-régionales. Donc, c'est du sauf qui peut. C'est dit que l'État africain qui se sent capable d'apporter les 1 milliard cash et pour paraître beau et bon aux yeux du chef du monde, il s'en va et il le fait. C'est vraiment du sauf qui peut aujourd'hui. Et l'Afrique est mal nantie, malheureusement, une fois de plus, parce que même à l'époque de l'ONU, où il y avait une assemblée, bon, l'ONU n'est pas encore morte, je parle comme si elle était déjà morte, elle est un temps soit peu, même à l'époque de l'ONU, il y a l'Assemblée générale des Nations Unies, où chacun avait une voix et où chaque État avait une voix. Déjà là, l'Afrique était déjà snobée à cause de la faiblesse de son pouvoir diplomatique, de son pouvoir financier, de son pouvoir militaire et de sa dépendance technologique, économique, financière au reste du monde. L'Afrique était déjà marginalisée, notamment au Conseil de sécurité et de paix. Oui. Aujourd'hui, un club de puissants où vous ne recevez que des invitations dans le Conseil de paix, déjà les Africains n'ont pas le mot à dire. S'ils n'ont pas reçu, les États n'ont pas le mot à dire, sauf les États qui ont reçu une invitation. Et d'ailleurs, même si... Ce ne serait pas une réponse à l'Afrique qui veut siéger au niveau de l'ONU, qui veut un siège? Malheureusement, le Conseil de paix n'est pas l'ONU. C'est ça la différence. Et puis, je l'avais déjà dit, le siège à l'ONU ne servirait absolument à rien si ce n'est... Vous l'avez dit, docteur, oui. Moi, je l'avais déjà dit, ça ne sert à rien si ce n'est symbolique. On le voit aujourd'hui. Si Donald Trump veut annexer le Groenland, il faut un gendarme international pour faire respecter le droit international. À l'époque, c'était les casques bleus. C'est toujours les casques bleus. Mais les casques bleus ne peuvent garantir la paix que face à un pays qui est beaucoup plus faible.
c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, on a eu l'ONUCI, le Centrafrique et ainsi de suite. Mais les casques bleus ne peuvent plus intervenir lorsqu'il s'agit de la Russie qui fait la guerre en Ukraine, lorsqu'il s'agit des États-Unis qui font la guerre au Venezuela. Ce droit international n'a plus de gendarme. Donc, si l'Afrique siège au Conseil de sécurité avec un droit de veto, expliquez-moi comment, sans l'arme atomique, sans l'arme de dissuasion, comment, sans des armées structurées, équipées, modernes, nous pourrions finalement voter avec le veto et imposer, par exemple, la paix à Trump ou à Poutine. Et donc, selon vos analyses, docteur, oui, on exclut l'Afrique dans la reconstruction de la paix mondiale. Dans tous les cas, l'Afrique a toujours été exclue. Et là, ça ne date pas de l'annonce de Donald Trump. Ça date déjà de 1942. L'ONU, les bases de l'ONU sont jetées en 1942. Il y a ce qu'on appelle la Déclaration des Nations Unies en 1942. Mais l'Afrique était colonisée à cette époque, à l'exception de quelques pays, le Nigeria, l'Éthiopie. Et déjà, le destin du monde se jouait. C'était une hypocrisie. Et lorsque les membres permanents se choisissent, qui constituent l'ONU en 1945, l'Afrique, pour la plupart des États, est encore colonisée. Et quand on n'est pas indépendant, on ne peut pas contracter. Donc, l'Afrique n'a pas pris part à l'ONU à cette époque. Et cette injustice historique s'est prolongée. Et lorsque les États africains, au début des années 60, deviennent indépendants, demandent à être pleinement intégrés à l'ONU, ce qui n'a jamais été fait. Quelques postes dérisoires de secrétaire général. Et l'un des seuls secrétaires généraux de l'ONU, Boutros Ghali, à l'époque, qui a osé proposer un agenda de paix qui s'affranchissait un peu de la volonté des États-Unis. Son renvoi a été demandé. Il a fait un mandat et il a été remplacé à la demande des États-Unis qui ont fait un chantage parce qu'à l'époque, déjà en 1996, les États-Unis contribuaient à environ 22% du budget de l'ONU. Ils ont dit que si vous n'enlevez pas Boutros Ghali, ben, on ne finance plus. On a cédé au chantage. Kofi Annan a été nommé en lieu et place. Donc, l'Afrique, en marge de ces petites éclaircies de secrétaire général, n'a jamais pesé de son poids dans une ONU, mais l'Afrique a été plutôt victime des sanctions de l'ONU. Les décisions du Conseil de sécurité de 60 à nos jours ont concerné aux 3 quarts à l'ordre du jour l'Afrique. Je parle des opérations de maintien de la paix, je parle des listes noires pour les dirigeants, je parle de toutes les sanctions. L'Afrique a été aux 3 quarts au cœur des discussions du Conseil de sécurité depuis sa création. Donc, elle a été davantage victime plutôt que participative. Je prends pour exemple, enfin, la CPI. La plupart des présidents qui ont été jugés sont des présidents africains. La CPI, qui est une institution spéciale de l'ONU en matière juridictionnelle. Donc, l'Afrique a toujours été marginalisée sur la scène internationale à cause notamment de sa faiblesse et de l'histoire coloniale injuste qu'elle a subie. Donc, ce qui se passe là aujourd'hui au sein du Conseil de paix n'est pas à deux, c'est juste une continuation parce que l'Afrique n'inspire pas crainte et puissance tout simplement. Mais est-ce qu'elle pourrait tirer profit de ce bouleversement-là de l'ordre mondial? Bien sûr, bien sûr. Ce qui est bien, c'est que depuis le début des années 90, pas dit le début des années 2000, la reconfiguration mondiale a commencé. À l'époque, dans ce qu'on appelait la France-Afrique, par exemple, pour parler de l'Afrique francophone, les États africains francophones ne pouvaient pas, avant le début des années 80, ne pouvaient pas, par exemple, ouvrir leurs économies, par exemple, à la Chine ou à d'autres partenaires autres que les anciennes puissances coloniales ou des puissances occidentales, par exemple, en vertu des pactes néocoloniaux. Alors, sinon, en réalité, les présidents étaient renversés pour avoir osé défier cet ordre ancien. Mais avec l'évolution aujourd'hui, beaucoup de leaders, de présidents, donc des exécutifs africains, sont capables de contracter avec d'autres partenaires aujourd'hui sans risquer d'être dégommés à la minute ou à la seconde, comme c'était le cas à une époque beaucoup plus ancienne. Donc, cela offre quand même un matelas. Hein. On n'est plus à l'époque de Jacques Foccart. On a une époque où la marge de manœuvre n'est peut-être pas excessive, mais elle existe. Donc, aujourd'hui, le premier partenaire commercial, par exemple, de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Mais au coude à coude avec la Chine, par exemple, qui n'est pas une ancienne puissance coloniale. Et le troisième partenaire, par exemple, ce sont les États-Unis. Et viennent des pays comme l'Inde et ensuite. Donc, il y a vraiment une diversification des partenaires. Il y a aussi des investissements qui viennent de partout aujourd'hui le monde. La Turquie, l'Inde, le Maroc, même des investissements intra-africains.
Donc aujourd'hui, je crois que la marge de manœuvre est différente et l'Afrique profite donc de ce bouleversement. Je ne parle pas du Mali, du Burkina, qui ont totalement fermé la porte, en tout cas majoritairement aux politiques occidentaux et qui ont ouvert les bras à la Russie, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique acquiert une forme de capacité autonome de pouvoir contracter et de diversifier ses partenariats. Reste à les faire maintenant, à les rendre plus opérationnels et surtout plus opérants au-delà donc de toute affirmation symbolique. Justement, docteur, l'Afrique est de plus en plus visible au Forum économique de Davos. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça illustre ce que vous venez de dire? Oui, l'Afrique est présente au Forum de Davos, mais il faut rappeler que le Forum de Davos, c'est d'abord un forum pour les grands chefs d'entreprise, les banquiers, les milliardaires, des leaders d'opinion, des intellectuels. Et puis, c'est un forum où les exécutifs se rendent généralement par lettre d'invitation aussi. D'où, voilà, toute l'Afrique ne s'est pas déplacée. Alors, mais quand même, 3 présidents. Oh, il y a quand même 3 présidents, Maada Bio, Tshisekedi, qui sont rendus avec des délégations africaines. Par exemple, le Gabon a envoyé son... Comment? Assez importante cette année. Assez importante, oui. Assez importante parce que, ben oui, l'Afrique est à la croisée des chemins et à un tournant. C'est important quand même de se rendre dans ces milieux économiques, financiers, parce qu'on tient l'économie, on tient la finance mondiale, les multinationales. Oui. Nos chaînes de valeur n'étant pas encore assez développées, nous avons toujours besoin des moyens financiers, de la technologie, parce que, bon, monétairement, on n'est pas encore autonome, malheureusement, dans la production, en tout cas dans la capacité à mobiliser des fonds de manière endogène. On n'en est pas encore suffisamment capable. On en est encore à tirer des IE2, donc des investissements étrangers directs. On en est encore quelque part à ne pas utiliser, par exemple, l'âme monétaire, parce que, bon, par exemple, nos monnaie reste encore faible ou encore dépendante dans le cadre du franc CFA. Donc, on est obligé d'attirer des investissements étrangers directs. Pourquoi? Pour avoir de l'argent liquide que nous n'avons pas, d'une part, et d'autre part, pour attirer la technologie que nous n'avons pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller. On en a besoin. Le temps que nos économies endogènes, monétaires et financières se remettent à flot, il faut y aller, mais garantit désormais des partenariats gagnants-gagnants. Qu'est-ce qu'on met dans ces partenariats? Les investissements qui arrivent doivent pouvoir garantir des emplois décents une fois pour toutes, pour avoir une vraie émergence d'une classe moyenne africaine qui paye ses impôts, qui renfloue les caisses de l'État et qui bénéficie aussi du transfert de compétences des sociétés minières, bancaires, technologiques qui arrivent, employer des cadres africains, les payer, créer de l'emploi, permettre à ces personnes de consommer et surtout que le transfert de compétences se fasse afin que beaucoup d'Africains eux-mêmes s'investissent davantage sur le continent dans 5 ans, dans 10 ans. Le modèle, d'autre part, garantit la transparence de ces investissements, que ce ne soit pas tout le temps des pots de vin, des portefeuilles, des entreprises qui font des milliards en Afrique et qui rapatrient les fonds, qui font perdre une épargne excessive aux pays africains. Autrement encore, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va demander? C'est la durabilité. Des investissements durables qui ne viennent pas polluer l'eau, qui ne viennent pas détruire des familles, des villages, des forêts au détriment des communautés locales. Et enfin, il faut que ce soit aussi des investissements dans les garanties que nous devons demander, des investissements durables décentralisés. Il faut que ce soit des investissements localisés à Brazzaville, à Abidjan, à Niamey. Il faut aller à l'intérieur du pays. C'est 99% de nos pays, généralement. Au Congo-Brazzaville, il faut aller dans la Likwala, à la Cuvette, ailleurs. En Côte d'Ivoire, il faut aller à Yamoussoukro, à Bouaké. Parce que les investisseurs se concentrent en fait sur dans les hypermétropoles. Le processus d'hypermétropolisation asphyxie l'embouteillage, la pollution, les emplois indécents. Les capitales sont peut-être belles en termes d'infrastructure, mais sont devenues aujourd'hui invivables. La cherté de la vie, les logements, parce que de l'argent afflue et cet argent est mal digéré à l'intérieur. Il faut décentraliser, créer des zones franches à l'intérieur des pays pour que ces investisseurs puissent aller irriguer l'intérieur du pays et avoir véritablement des métropoles qui essaiment à travers le pays pour un développement équilibré et territorialisé. C'est en tout cas les défis. Donc, le tout n'est pas aujourd'hui d'attirer les investissements, mais le tout aussi, c'est de canaliser ces investissements pour qu'ils soient effectifs. Oui. Alors, le président de la RDC, justement, s'est rendu à Davos pour nouer des partenariats gagnant-gagnant. Et lui, son slogan, c'est la RDC Pays Solution. Alors,
Comment ça pourrait se passer en RDC, pays solution, les investisseurs, comme vous le dites, ils se ruent vers Kinshasa. Bon, on sait qu'au niveau de la RDC, il n'y a pas que Kinshasa, il y a d'autres grandes villes. Comment ça pourrait se passer? C'est une ruée vers la RDC? Oui, c'est une ruée. Ben, encore, c'est un pays qui a toujours fait l'objet de fantasmes et qui a attiré autant d'investisseurs dans le monde, qui a même des guerres sur son territoire, des agressions des pays voisins. Le Katanga a voulu faire sécession au début des années 60, avec l'appui aussi de certaines sociétés multinationales, ce qui nous a valu la mort de Lumumba. Donc, la RDC a toujours été l'écrin africain, hein, la boîte de trésors de l'Afrique, un poumon vert, un réservoir hydrographique avec des cours d'eau à haut débit, donc pour la production de barrages hydroélectriques. C'est un écrin à proprement parler à ciel ouvert, le diamant, le cobalt, les minéraux, les terres rares. Donc, c'est un territoire qui, naturellement, a attiré, depuis les indépendances et même avant, des sociétés transnationales, des États, des investisseurs, ce que vous voulez. Alors, ce n'est pas nouveau. Félix Tshisekedi dit que son pays, c'est un pays solution. Mais solution pour qui? Solution pour la sous-région, pour la solution pour la sous-région, mais quand vous dites pays solution aux investisseurs, c'est dit, les investisseurs, vous avez de l'argent, mon pays peut vous les faire rentabiliser. Ce n'est pas mauvais, c'est du business. Mais est-ce au même prix que nous avons constaté depuis 60-70 ans? Venez, mon pays permet de rentabiliser vos investissements et ma population reste pauvre. Non, c'est un pays solution. C'est un slogan, ça. C'est un slogan, mais c'est un slogan qui doit être bonifié. C'est un bon slogan, mais il faut savoir comment l'interpréter. Oui, c'est un pays solution pour les investisseurs qui ne savent, qui veulent investir dans des secteurs rentables. Venez gagner de l'argent, mais venez aider à relever mon pays et que ce ne soit plus le même système d'investissement appauvrissant que nous avons connu ces dernières années. Donc oui, c'est un slogan qu'il va falloir bonifier, améliorer pour ne pas que ce soit un investissement, un slogan finalement contre-productif. Ces partenariats se traduisent par des retombées concrètes. Concrètes, parce que les investissements n'ont jamais manqué, c'est juste qu'ils n'ont jamais été concrets. Donc, c'est que ça important quand même de pouvoir noter. Voilà, le président Julius Maada Bio, lui, son slogan, c'est plus la jeunesse africaine comme étant l'un des écrins de la richesse africaine, c'est-à-dire la main-d'œuvre africaine. Aujourd'hui, 1,4 milliard d'habitants, 60% de cette population est jeune. C'est un vivier, une main-d'œuvre capable, qualifiée. Donc, il a mis l'accent davantage sur cela. Le président du Mozambique, Francisco Chapo, lui, davantage, il insiste sur les corridors miniers transformés localement, créer, n'est-ce pas, des chaînes de valeur, de dépendance intra-africaine pour développer le commerce intra-africain. Donc, chacun a abordé des thèmes différents qui sont complémentaires, mais qui doivent, s'il leur plaît, mettre l'accent sur l'inclusivité, la durabilité, l'ancrage des bénéfices de ces projets enfin dans les territoires africains. Les investissements n'ont jamais manqué. La manière dont ils sont introduits, canalisés, elle, par contre, a souvent été défaillante. Je crois que le défi aujourd'hui. Alors, le président de la RDC, M. Félix Tshisekedi, a été reçu aujourd'hui, a été reçu le 23 janvier à l'Élysée, reçu par le président Emmanuel Macron. Et donc, ils parleront du cadre sécuritaire de la RDC. Qu'est-ce que quand est-ce que ça va se terminer? Écoutez, je ne crois pas qu'un pays souverain puisse apporter la paix à un autre, sauf si les deux pays sont en guerre. Deux pays qui sont en guerre peuvent décider de mettre fin à la guerre, signer un accord de paix, cela s'entend. Mais un pays est menacé par l'activité des sociétés transnationales qui ont parfois des milices ou des groupes armés privés. Un pays est menacé par ses voisins qui le pillent, qui lui font la guerre pour ses ressources. La première puissance mondiale conclut un accord en grande pompe et qui est salué par tout le monde, parfois même naïvement, moyennant les minerais de ce pays. Ce n'est pas différent de ce que la France a fait à l'époque en Afrique, promettant, n'est-ce pas, la sécurité au président africain ami, Omar Bongo ou Houphouët-Boigny dans le cas de la France-Afrique, moyennant l'exploitation des ressources de ces pays. C'est la même chose que la Russie propose aujourd'hui au Mali et aux autres, moyennant les minerais contre la sécurité. Et les États-Unis proposent le même système à la RDC. Mais on voit que ce système tombe en désuétude aujourd'hui parce que même Trump s'amuse à jouer et à dire, bon, on vous protège maintenant, occupez-vous de vos populations. Et puis même, il demande même aux populations congolaises aujourd'hui de sortir, marcher contre leur président. Oui, donc, de manifester. Est-ce qu'il n'a pas raison, le président américain?
lui, je ne peux pas être d'accord avec lui spécialement pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Mais dans l'absolu, oui, les populations doivent parfois manifester le mécontentement. De passivité? Plus de 100 millions d'habitants et la moitié de la population est pauvre dans le pays potentiellement le plus riche d'Afrique. Je te dis, c'est un scandale. Cependant, Trump a des problèmes dans son pays. Il a mis la police de l'immigration qui rapatrie des frères africains en nombre incroyable, qui maltraite, qui tue sa population. Je pense qu'il a aussi des problèmes internes à régler. Bien et sûr. puis, il y a beaucoup d'injustices aujourd'hui qui sont… Il n'y a pas de leçon à donner. Qui sont en cours. Et moi, je pense que non, il n'a pas de leçon à donner. Surtout que, bien que le droit international soit mort aujourd'hui, les pays restent souverains. Pour moi, le Congo doit décider ce qu'il doit faire chez lui. Cependant, oui, la population congolaise, au nom de la souveraineté populaire, a un droit de regard sur les politiques publiques à l'intérieur du pays afin de contrôler l'action politique des gouvernements pour que finalement ce pays-là entre dans la destinée enfin qu'on lui promet depuis des années, eu égard à ses énormes richesses, malheureusement dilapidées à travers, entre autres, les sociétés transnationales qui opèrent, les groupes armés, mais également, parfois, certains hommes politiques corrompus qui, en fait, sont une entrave finalement à l'inclusion économique dans ces pays, à l'inclusion sociale et économique dans ces pays. Donc oui, Trump n'a pas de leçons à donner aux Africains, mais les Africains, les populations africaines ont des leçons à donner à leurs dirigeants. Très bien. Et donc, puisqu'on parle de dirigeants africains, on va parler du sommet de la CEMAC qui a eu lieu le 22 janvier à Brazzaville. Oui. Un sommet extraordinaire convoqué par le président Denis Sassou Nguesso, président en exercice. Oui. Il y a eu déjà il y a quelques mois, il y a eu déjà un sommet extraordinaire sur les mêmes sujets. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est extraordinaire parce qu'il y a un risque. La CEMAC, c'est la communauté des États d'Afrique centrale. Alors, c'est plus la question monétaire aujourd'hui qui est au bout du jour. Voilà, vous savez, la CEMAC a une banque centrale, la BEAC, donc la Banque centrale des États d'Afrique centrale, qui gère finalement les avoirs en recettes de devises, c'est-à-dire que lorsqu'on vous vendez à l'extérieur, vous exportez, vous gagnez des devises internationales, des euros, de dollars. C'est ce qui vous permet de pouvoir aussi acheter à l'étranger. Parce que, par exemple, le franc CFA ne peut pas acheter en France. Voilà. Il faut changer ses avoirs en franc CFA en monnaie, en devises étrangères pour pouvoir importer. Alors, le problème qui se pose, c'est que les réserves de devises de la CEMAC sont en train de se creuser dangereusement. Voilà. Se creusent dangereusement. Et aujourd'hui, on est à autour de 6 700 milliards de francs CFA en 2024. Bon, déjà 2 sommets extraordinaires, qu'est-ce que ça a apporté sur le sommet la baisse des réserves de change? Le sommet extraordinaire relate l'urgence en fait de la situation. On est à environ 4 mois d'importation de réserves de devises, ce qui devient un tant soit peu menaçant parce que les pays risquent d'être en défaut de paiement ou en cessation de paiement. Si on n'arrive plus à importer, si on n'arrive plus à acheter des biens d'équipement, des médicaments, du riz, parce qu'on n'a pas, ou nos réserves de devises se sont asséchées, c'est assez inquiétant. Donc, il faut des réunions au plus haut niveau de chefs d'État. Cela relate aussi quelque part la gravité de la situation, parce que ce n'est pas que des ministres de l'économie, mais c'est des chefs d'État qui ensuite vont travailler peut-être dans des sessions techniques avec les experts, la Banque centrale, les ministres de l'économie, pour voir comment les politiques économiques peuvent être harmonisées, comment ils peuvent dynamiser les secteurs économiques à l'intérieur. Et puis aujourd'hui, comme nos réserves de devises dépendent finalement de ce que nous exportons, voir finalement comment travailler, en tout cas pour chercher à faire augmenter ces recettes de devises-là. Mais ce qui vous dit qu'il faut travailler, voilà, voir les sources de travailler production. Comment? Quelle décision concrète? Il faut réforme? Il faut améliorer. Est-ce que la réforme sur la fiscalité va contribuer à ça, par exemple? Je le dis comme la ça. réforme sur la fiscalité, sur les produits et les services extérieurs entrants, mais pas sur les produits intérieurs, parce que le CFA n'achète rien à l'extérieur. Donc, si vous récoltez de l'argent sur les Congolais et tout, ils vous prêtent en francs congolais ou en francs CFA. Il n'y a pas une fiscalité internationale? Mais une fiscalité internationale, ce que je voulais dire, la fiscalité sur, par exemple, des firmes internationales qui peuvent vous payer en euros, en dollars, des compagnies aériennes et ainsi de suite. Ça fait rentrer des devises étrangères. Ça, c'est par exemple un exemple. Mais il y a également l'industrialisation qui permet de vendre mieux à l'extérieur en valeur. Donc, vendre 1 kilo de raisin pour 500 francs ou pour 600 francs, contre une bouteille de vin qui va coûter 15 000 francs ou 16 000 francs, la valeur ajoutée, elle est énorme.
Et quand vous vendez, par exemple, des bouteilles de vin plutôt que des grappes de raisin qui coûtent beaucoup, beaucoup plus moins cher, vous gagnez peut-être 15 $ en plus. Et ce qui fait que vos réserves de devises... Donc, cette question de l'industrialisation, on en parle depuis longtemps. L'Afrique exporte beaucoup en volume, beaucoup, énormément, mais peu en valeur. Ce qui fait chuter la valeur finalement des recettes que nous gagnons de nos exportations. Donc oui, la fiscalité internationale, la transformation en vue de l'exportation, mais également pour ne pas être, et c'est la dernière solution que j'ai toujours proposée d'ailleurs, pour ne pas être aussi totalement dépendant de ces devises étrangères qui ne sont pas nos monnaies en réalité, l'euro, le dollar et peut-être demain le yuan. L'Afrique peut commercer à l'intérieur sans même un jour avoir besoin d'acheter à l'extérieur. Peut-être aujourd'hui, on va acheter des avions, des voitures, ce qu'on ne fabrique pas, mais il faut qu'il y ait un moment où l'Afrique puisse acheter en Afrique ce dont elle a besoin, ce qui empêcherait totalement d'avoir besoin de dollars ou d'euros pour acheter à l'extérieur. C'est l'une des politiques commerciales. On peut faire soigner aussi à l'extérieur. Et se soigner, pareil. Se soigner, c'est des devises qu'on fait sortir. Vous allez vous soigner, faire soigner à $1 milliard à l'extérieur. C'est $1 milliard que vous enlevez dans les réserves de devises. Mais si vous soignez à l'intérieur, c'est de l'argent, des réserves de devises gardées à l'intérieur. Donc, ça, c'est la solution dans l'absolu. Améliorer peut-être le train de vie des gouvernements, des hommes. Oui, améliorer le développement interne, surtout, pas le train de vie des dirigeants. Ce que je souhaiterais plutôt, c'est des hôpitaux de qualité. Je suis en France, que les hôpitaux de qualité, soit le président se soigne dans un hôpital de qualité et que la population puisse se soigner dans le même certains pays, il y a ces hôpitaux de qualité, il manque de personnel. Dans certains pays, il y a ces hôpitaux de qualité, mais les élites vont se faire soigner en Europe, justement. Mais ça ne sert à rien de construire des hôpitaux de qualité sans équipement. Quand je parle d'hôpitaux de qualité, autant pour moi, je parlais même du système de santé. Un système de santé efficace, c'est le personnel formé, ce sont les équipements et ce sont les moyens logistiques, plateaux techniques, tout ce qui est donné en termes de souveraineté sanitaire. C'est ça que je parle. Quand ces systèmes existent, on ne sort pas de ce pays pour aller faire soigner. D'ailleurs, c'est dangereux. Beaucoup de présidents ont perdu, par exemple, leur pouvoir ou la vie en allant se faire soigner à l'extérieur. Je prends un exemple. Le président Léomba a perdu son pouvoir sur un lit d'hôpital à Paris. Jacques Faucard a fait la transmission du pouvoir au président Bongo à l'époque sur le lit d'hôpital du président Léomba, donc à Paris, parce qu'il allait se faire soigner là-bas. Donc, plein d'exemples, le président, donc il y en a plein de présidents qui sont allés se faire soigner à l'extérieur et puis qui ont eu des putschs derrière et ainsi de suite. Donc voilà, donc dans l'absolu, ce n'est pas ça de la souveraineté, que ce soit économique, sanitaire, rien d'autre. Il faut que nous nous prenions en charge. Ça reste assez vaste, on aurait besoin d'une heure pour discuter de tout ça, mais en tout cas, oui, dans l'absolu, il faut une production de biens, de services internes qui permettent de minimiser notre dépendance à l'extérieur. Il en ira de même que finalement notre dépendance en termes de devises à l'euro, au dollar, va aussi s'amoindrir dans le même sens. Merci beaucoup, Dr Prince Israël Koya. Je rappelle que vous êtes docteur, chercheur en sciences politiques et directeur de l'école politique africaine. Je te remercie, Carmen. C'était un plaisir. Et donc, à très bientôt, cher docteur. À très bientôt, Carmen. Pour une nouvelle édition de 3 en Afrique. À très bientôt. Absolument. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une 3e édition du Plex de 3 en Afrique. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir, c'était Carmen Févillier.